Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Nous sommes le jeudi 20 février. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin, content de vous retrouver. Merci d'être avec nous en cette matinée du jeudi 20 février. Ce qui va retenir notre attention aujourd'hui, on va parler avec Alexandra Chatzka, c'est sa chronique internationale du jeudi. On va revenir bien sûr à ce qu'a dit Donald Trump, à ce qu'a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, disant que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, en fait disant qu'il était un dictateur sans élection, parlant donc du président ukrainien. C'était après avoir reproché, et bien sûr, à l'Ukraine d'avoir commencé cette guerre avec la Russie, alors qu'on voit un changement dans ses relations entre Washington et Moscou, un rapprochement certainement. C'est Alexandra Chatzka qui va venir nous parler de ça dans les prochaines minutes. Sinon, Alexandre Lepoutre est avec moi. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. On va revenir ensemble sur ces réactions, nombreuses réactions, à la suite de l'annonce d'hier du début, en tout cas, du projet de TGV entre Québec et Toronto. Beaucoup de réactions, beaucoup d'enthousiasme aussi dans le milieu des affaires d'abord parce que c'est un énorme projet qui va relier Toronto à Québec avec des temps de trajet divisés par 2. Alors ça va jouer beaucoup, dit le milieu des affaires, dans l'attractivité des villes, dans le déplacement de la population aussi. Bonne nouvelle pour les maires et mairesses où le TGV va s'arrêter. J'en cite quelques-unes, mais Toronto, Québec, Trois-Rivières, Montréal, Laval, donc ça va jouer beaucoup pour eux. Mais des critiques aussi, parce que c'est un projet qui coûte cher, qui pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars. On n'a pas encore d'échéancier ni de date. Et justement, ce flou-là aussi qui est une critique, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps on va pouvoir faire la première pelletée de terre. Oui. Et comment ça va se faire, on ne le sait pas encore. Il y a beaucoup de flou encore sur ce projet, de la complexité aussi. Mais globalement, par le milieu des affaires, c'est beaucoup d'enthousiasme. Bien accueilli, mais c'est sûr qu'il y a des doutes. Ça fait tellement d'années qu'on parle de ce projet-là. Une grande saga. Il y a des gens qui se demandent si effectivement ce projet verra bien le jour, surtout avec une possible campagne électorale à venir au printemps. Peut-être une tempête politique. Aussi, hein. Oui, on verra. Parlant de tempête, faisons le point avec les prévisions de la météo. C'est Sarah Murphy qui est là. Désolé, Sarah. Pourtant, je veux dire, on vient de se parler, on vient de se saluer. Oh, c'est ça, exactement. Bonjour, mon nom est Sarah. Quand on change mes habitudes, là, moi, c'est ça, oui, c'est ça que ça fait. Hier, j'ai appelé Mario à Ottawa qui fait la revue de presse, Nicolas. Fait que ça marque la semaine. Qu'est-ce que vous voulez, Sarah? Moi, vous ne m'avez pas appelé Nicolas. Bon, c'est correct. Qu'est-ce qu'il va faire comme temps aujourd'hui? Bien, ce ne sera pas une tempête. Non, c'est plutôt calme. Bon, c'est le calme après les 2 tempêtes qui ont apporté leur lot de neige. On pourrait revoir quelques flocons. Bon, il ne faut pas non plus partir en peur, si vous me permettez l'expression, parce qu'on ne parle pas d'accumulation comme telle. Léger 40 % de probabilité sur le Grand Montréal, ce qui a trait en périphérie, c'est-à-dire l'Anaudière, secteur même, si on étire un peu le centre du Québec, Trois-Rivières, ce sera même l'Estrie. Bon, quelques averses par intermittence un peu plus tard cet après-midi, mais vraiment, là, ce sont de petits flocons qui vont cesser en cours de nuit. Demain, déjà, on retrouve un ciel en alternance avec tout de même des maximums qui restent sous la barre des normales. Aujourd'hui, pour Montréal, moins 7 degrés, demain, moins 8. Et ce n'est pas avant la fin de semaine où on va retrouver nos normales saisonnières, moins 3, moins 2 degrés. Et on va avoir quand même un changement de patron météorologique parce qu'une petite douceur qui pourrait s'installer à compter de lundi. On dira pas non. Accompagné, par contre, de quelques précipitations. Donc là, si on est autour du 1-2 degrés, bien, ça pourrait être un mélange pluie verglaçante, neige. On pourrait avoir un beau trio de ce côté, tour du chapeau. Mais bon, ça reste à voir. C'est quand même du long terme. Et vous voyez, les précipitations étaient prévues pour samedi, ensuite dimanche. Et là, on est rendu à lundi. Donc, peut-être qu'il n'y en aura pas non plus de précipitations, mais on ne parle pas d'accumulation. Alors, on garde tout de même, oui, cette dynamique de froid assez présente là, en ce moment. Bien, on a moins 15 sur le Grand Montréal. Sarah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous, c'est Olivier.
Oui, jusqu'à preuve du contraire. Alors, on va se parler sport, Olivier. C'est évidemment ce soir qu'aura lieu cette grande finale de la confrontation des 4 nations, Canada-États-Unis. C'est un peu comme un 7e match de la Coupe Stanley, un dernier match en série mondiale au baseball, un débat politique qu'on veut suivre absolument. L'impression que je vais me coucher tard. Ouais, j'imagine. Je vais tricher, je pense, ce soir. J'imagine le commissaire de la Ligue nationale de hockey, présentement, Gary Bettman. Souvenez-vous, au début, lorsque ce tournoi avait été lancé, il y avait eu plusieurs critiques. On questionnait un peu la pertinence du tournoi. On disait que c'était un tournoi qui avait été créé pour faire de l'argent. Et force est d'admettre que les gens ont acheté le produit et sont intéressés au produit parce qu'effectivement, le match de ce soir, c'est le match que tout le monde attend entre les États-Unis et le Canada, cette fameuse finale qui sera disputée à 20h au TD Garden à Boston, donc en territoire américain. Justement, allons-y avec la formation américaine. On a beaucoup parlé des blessés au cours des derniers jours. Brady Tkachuk était toujours absent à l'entraînement, lui qui s'est blessé à la jambe lors du match contre la Suède. Point d'interrogation pour sa présence. Je vous ai parlé hier du défenseur Quinn Hughes des Canucks de Vancouver qui pourrait être rappelé avec l'équipe américaine. Il semble que ce ne sera pas le cas. Donc, on fera avec la formation qu'on a sous la main dans le cas de Mike Sullivan. Matthew Tkachuk, lui, était à l'entraînement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe américaine. Donc, il semble que ce sera un retour de la formation qu'on a vu au cours du tournoi. Connor Hellebuyck retrouvera aussi son filet, lui qui était le gardien numéro 1, meilleur gardien dans la Ligue nationale présentement. Donc, pas de surprise de ce côté. Sinon, hier, les joueurs ont été fortement questionnés, encore une fois, sur l'enjeu politique derrière ce match. On a beaucoup parlé de ces tensions entre le Canada et les États-Unis, le 51e État. Il y a même Bill Guérin, le directeur général de l'équipe américaine, qui a suggéré la présence de Donald Trump, disant que les joueurs américains seraient bien heureux de l'avoir comme motivation pour ce match ultime. John Cooper a été questionné sur la question, à savoir s'il est conscient et si son vestiaire est conscient de l'enjeu politique derrière ce match. On l'écoute. I'm a hockey coach. Am I aware of what's going on around the world? I am. You're in the position we're in to make a country proud. That's rewarding. And we understand that. But before that puck drops, I don't think anybody will be thinking anything outside of this hockey game other than in winning that game. Donc, on est conscient du contexte. On sait ce que ça représenterait une victoire pour notre pays, alors qu'on représente ce pays, qu'on peut être cause de fierté. Mais lorsque la rondelle sera posée sur la patinoire, pas un joueur pensera justement à ce contexte politique. On voudra simplement remporter ce match. On verra après la rencontre, après que le résultat soit connu, la réponse des joueurs. Est-ce qu'on acceptera de se livrer davantage sur cet aspect-là? Il semble que ça a inspiré, par contre, des gens à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez vu hier, mais Pascal Bérubé du Parti québécois et Vincent Marissal qui ont déposé une motion demandant au gouvernement de se doter d'une équipe québécoise tant chez les hommes que chez les femmes. Ça a été rejeté. Peut-être qu'on va être la 5e nation, peut-être au prochain tour. Je propose ça comme ça. C'est peut-être une idée. Oh, ça a le temps d'être discuté en masse et en masse. On pourra cogiter un peu. Oui, c'est ça. Parlons de tennis. Félix Auger-Aliassime progresse au tournoi de Doha sans suer, donc c'est assez facile pour lui. Match de deuxième tour qu'il n'a pas disputé parce que son adversaire, le Serbe Ahmad Medjedovic, a déclaré forfait avant le début de la rencontre. Donc, bonne nouvelle, on n'a pas trop sué parce que le prochain match sera assez compliqué. En quart de finale, il affrontera Daniil Medvedev. On sait que c'est une bête noire pour le Québécois. Donc, match qui devrait avoir lieu un peu plus tard ce matin. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Tant au niveau de la mobilité, que de l'attractivité, que du tourisme, ça peut générer des retombées fort importantes. C'est Christine Fréchette que l'on vient d'entendre, la ministre de l'Économie du Québec, qui accueille avec enthousiasme, vous l'aurez entendu, le projet de TGV de train à grande vitesse qui a été annoncé. Justin Trudeau a donné son feu vert hier à ce train qui va éventuellement, s'il voit le jour, espérons-le, lier Québec à Toronto. 1000 km, des arrêts dans plusieurs villes, 7 au total, une facture qui pourrait avoisiner, même dépasser les 100 milliards de dollars. Donc revenons, Alexandre, ensemble sur ces réactions dont plusieurs ont été positives hier. D'abord du côté du
du milieu des affaires. Oui. Parce que c'est un énorme projet. Justin Trudeau parle de 51 000 emplois juste créés pendant la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire du Canada. Donc, dès la conception, la fabrication du projet, le milieu des affaires sera intégré. Aussi, c'est bien accueilli une fois que le TGV sera réalisé, s'il est réalisé. Parce qu'on parle d'un temps de trajet presque divisé par 2. C'est des trains qui circulent à 300 km/h. Donc, Québec-Montréal se fera en 1h30. Toronto-Montréal en 3 heures. Et ça, c'est un gain de temps qui est fondamental pour la communauté des affaires parce qu'on est aussi sur un corridor qui est le plus achalandé au pays. Toronto-Québec, 18 millions d'habitants, 40% du PIB, 700 000 étudiants. Alors un TGV va permettre, dit le milieu des affaires, de relier entre eux les centres urbains et de faciliter la vie des étudiants et des travailleurs. La Chambre de commerce et de l'industrie du Québec dit même que c'était une obligation, que le Canada était le seul pays du G7 et en ce moment le seul pays du G7 à ne pas avoir ce genre d'infrastructure-là. Même son de cloche pour le directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Aymon. Son impact, je pense qu'il faut réaliser. Un rattrapage par rapport au pays du G7, dans quelque chose, on parle beaucoup de productivité dernièrement. Je ne peux pas penser à un projet qui coche plus les cases. C'est sûr que c'est sur du moyen long terme, mais il faut les faire, il faut se transformer. Puis ça va augmenter la productivité du pays puis mener à une belle qualité de vie pour bien des gens. Et comment réagissent les maires et mairesses des villes où le train va s'arrêter? D'abord, Mathieu, 7 villes, Toronto, Peterborough, Ottawa, Montréal, Laval, Trois-Rivières et Québec. Ça, c'est le tracé qui est proposé. Et évidemment, pour les maires, recevoir un tel projet, c'est une bonne nouvelle pour l'attractivité d'abord de leur ville, avant tout. Le maire de Québec, Bruno Marchand, dit être un homme très heureux par cette annonce. Lui qui avait milité, on se souvient, pour ce projet-là. Réaction aussi enjouée de Valérie Plante, mairesse de Montréal. Écoutez, moi, je vais toujours être en faveur du transport collectif, là, quel qu'il soit. Alors, et je pense que comme société, on a tout intérêt à développer plusieurs projets en simultané plutôt que d'attendre qu'un projet se termine concernant le financement. Mais n'oublions pas, je pense qu'il faut que tout le monde se mette dans un état d'esprit que du transport collectif, c'est pas une dépense, c'est un investissement à long terme, vraiment. Il y a quand même des critiques, Alexandre, ne serait-ce que par rapport au coût du projet. Par rapport au coût du projet, d'abord, le Bloc québécois, par exemple, parle d'une excellente nouvelle, d'un pas dans la bonne direction, mais le Bloc dit aussi qu'il n'a aucune idée du coût final de ce projet-là, donc il va rester très vigilant au dépassement de coûts qui arrivent souvent dans ce genre de projet d'infrastructure. Le Bloc dit aussi que les libéraux auront mis 9 ans avant de se décider et que ça aurait pu se faire avant. Réaction aussi plutôt négative des conservateurs fédéraux. Le député Phil Lawrence dit « Ce n'est rien de plus qu'une séance photo de 5 milliards de dollars. C'est le coût en fait de la première phase du projet. Le Premier ministre ne sera plus là dans 2 semaines. » C'est la critique des conservateurs. Enfin, l'autre inconnu, l'autre critique, Mathieu, c'est l'échéancier qui est flou. On nous dit que dans 4-5 ans, on saura ce qu'on construit, où et combien en détail. Et ensuite commencera la construction. Des experts parlent d'une mise en service dans 12 à 15 ans. Là encore, on ne sait rien pour l'instant. Enfin, dernier doute, la complexité du projet. 1000 km de tracé, les conditions hivernales. On pense au REM, c'est un autre projet, mais bon, ça nous dit des choses sur un tel projet sur les rails. Les défis quand même. Beaucoup de défis en tout cas à venir pour ce projet de TGV. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Mathieu. Bonne journée. On retrouve Mario Detichio dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, les médias canadiens mettent la table pour ce match Canada-États-Unis qui va au-delà de cette partie de hockey. Oui, on en parlait un peu plus tôt au sport, là, mais c'est vraiment ce que disent la grande majorité des médias canadiens, là, tous les journaux, autant anglophones que francophones. Le Journal de Montréal a ses analystes, autant dans la section sport que dans la section actualité. Bon, ils ont des analystes. La section sport a 9 pages sur ce match-là, tous des analystes qui reviennent aussi sur l'historique des matchs internationaux avec la Russie notamment. Bien sûr, bon, après le match de samedi, là, les combats en début de bataille, la huée des hymnes nationaux, tout le contexte politique qu'on sait, ça donne beaucoup de jus aux analystes canadiens dans tout ça qui, comme on le disait, là, voient vraiment beaucoup plus qu'un match de hockey. Ça sera à voir ce soir et à lire dans, comme je le disais, tous les médias canadiens. Le projet de loi, et on en parlait hier matin, pour limiter l'impact des grèves et des lock-outs qui a beaucoup fait réagir hier. Oui, ça continue de faire réagir. Bien sûr, les syndicats réagissent. Je le rappelle, là, le ministre du Travail, Jean Boulet, veut se donner le pouvoir d'intervenir dans les conflits de travail, autant au privé qu'au public, qui pourra maintenant, avec ce projet de loi, il va pouvoir sévir si la sécurité nationale, économique ou environnementale de la population est menacée. Ça fait réagir les chroniqueurs
chroniqueur dans la presse plus notamment ce matin qui dit que le perdant, il est connu, ce sera les travailleurs. Une guerre s'annonce entre Québec et les syndicats, titre pour sa part le Journal de Montréal. Absence en classe, le gouvernement ne compte qu'une partie des absences des élèves et on en sait plus sur les raisons qui motivent ces absences dans les écoles. Oui, ça, c'est un travail d'enquête du Devoir qui, à l'aide d'accès de demande d'accès à l'information, a pu compter près de 10,8 millions de périodes d'absence d'élèves dans les écoles publiques de la province. Ça, c'est entre septembre 2022 et le 15 janvier dernier. Le problème relayé dans l'article, c'est que le ministère n'a comptabilisé les absences que dans certains cas, donc ce ne serait que la pointe de l'iceberg, croit-on. Les chiffres obtenus ne représentent qu'une fraction de la réalité. Le ministère indique pour sa part être préoccupé par ce nombre important d'élèves qui se sont absentés dans les dernières années et être à pied d'œuvre pour agir sur cette problématique, peut-on lire. Les cas, il y en a plusieurs encore là, c'est pas complètement répertorié. Bien sûr, on le sait, la grippe, quand les enfants sont malades, les parents appellent l'école pour dire qu'ils sont malades. La COVID-19, mais dans tout ça, l'aspect grippe ou COVID-19, on n'en est pas trop certain. Il n'y a pas assez de détails là-dessus. Il y a des vacances familiales, il y a les tournois de hockey, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est en hausse, ces absences-là, dans les écoles. Un texte à lire dans le Devoir. Dans le Devoir et dans la presse, ce matin, en une, il est question d'un dossier sur l'itinérance, notamment dans une station de métro au centre-ville de Montréal, la station de métro Bonaventure. Et la présence grandissante des gens en situation d'itinérance inquiète aussi l'industrie du tourisme. Oui, c'est ça, qui craint que la misère défigure la ville. Ça, c'est comment décrit la journaliste Fanny Arcan dans cet article-là. Bien sûr, on le sait, à Montréal, il y a de plus en plus de personnes qui vont se réfugier dans les métros et on a bien sûr peur là, du côté des différentes associations de tourisme que les gens ne veulent pas se promener à Montréal ou même peut-être qu'ils repartent avec une mauvaise image de Montréal. Un texte à lire dans la presse plus. Merci beaucoup, Mario. Merci. Bonne journée. Au revoir. On va parler maintenant de ce changement de cap clairement opéré par Washington avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche en lien avec ce conflit en Ukraine qui a plongé l'Europe dans la consternation. Pour la grande majorité des pays européens, cette guerre en Ukraine, c'est le conflit le plus sanglant, le plus menaçant que le continent ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a vu Donald Trump parler donc de Volodymyr Zelensky comme étant un dictateur, n'ayant pas l'approbation de sa population, reprochant même à l'Ukraine d'avoir commencé cette guerre avec Moscou. Alexandra Chatzka se joint à nous pour revenir là-dessus. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Mathieu. D'abord, revenons sur cette rencontre du ministre des Affaires étrangères de la Russie et du secrétaire d'État américain en Arabie Saoudite plus tôt cette semaine. Ça a profondément choqué les Européens à plusieurs égards. Oui, Mathieu, ils se sont sentis écartés, avec raison. Ils ont été écartés de ces pourparlers de paix autour d'un conflit qui a lieu quand même, après tout, en Europe, qui menace directement plusieurs pays européens. On n'a qu'à citer des pays baltes, la Pologne, la Finlande se sentent directement menacés par Moscou. Et ils disent, on sera les prochains. Alors, non seulement l'Ukraine n'a pas été invitée à la table de négociation à Riyad, mais aucun pays européen ni aucun membre de l'OTAN, dont plusieurs pays européens font pourtant partie, ils font le gros de l'OTAN. Alors, pire encore, Trump a adopté à la lettre la rhétorique russe, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, contre l'Ukraine. On croit rêver. Vraiment, ici en Europe, on a l'impression de l'irréalité. Volodymyr Zelensky est un dictateur. Sa popularité ne dépasse pas 4%, évidemment. C'est des mensonges complets parce qu'il a une popularité à plus de 50%, même 56%, j'ai entendu aujourd'hui. Il n'a pas convoqué d'élection comme il aurait dû le faire l'an dernier, un pays en guerre, bien sûr. Et à l'entendre, M. Trump, c'est Zelensky qui a déclenché la guerre, dont ce sera le triste anniversaire, 3e anniversaire, dans 2 jours. Tout ça a provoqué, évidemment, presque un état de panique dans les capitales européennes. D'aucuns parlent déjà de la fin de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, qui, depuis 75 ans, quand même, garantissait la paix et la sécurité du continent. Non seulement Washington n'est pas avec nous,
il est contre nous. C'est ce que les gens se disent ici en Europe. Et dans l'urgence, Emmanuel Macron a convoqué un mini-sommet à Paris pour trouver une stratégie, surtout par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport à la sécurité de l'Europe dans son ensemble. Elle n'a pas fait l'unanimité. Non, parce que d'abord, il a convoqué dans l'urgence seulement 7 pays, en plus de la France, qui ont été à Paris donc lundi. Il y avait l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, aussi la Grande-Bretagne et aussi la Commission européenne représentée par Ursula von der Leyen et le Conseil européen. Et le secrétaire général de l'OTAN était là. Mais c'était quand même un groupe assez réduit. Il n'y a pas eu de consensus. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne, la Suède, quelques autres qui envisagent ou pensaient envisager d'envoyer des soldats en Ukraine plutôt sous forme de maintien de la paix. La paix qui n'est pas encore là, on est loin de là. Les autres capitales sont beaucoup plus réticentes, surtout Rome, avec Giorgia Meloni qui est connue pour son soutien à Donald Trump. En plus, d'autres capitales se sont senties évidemment froissées de ne pas avoir été invitées. Alors, Emmanuel Macron a organisé un second sommet avec cette fois-ci 11 autres pays européens, plus le Canada, qui, dans cette situation, se sent clairement plus près de l'Europe que de Washington. Encore là, il n'y a pas eu de communiqué final vraiment, pas de décision, mais presque tous sont d'accord que l'Europe est maintenant seule, devra assumer seule sa défense et la seule à pouvoir aider l'Ukraine dans cette guerre qui n'en finit plus. Tous sont conscients qu'on a basculé dans un autre monde. Mais où aller maintenant? Personne ne le sait. Le sentiment d'un combat existentiel qui commence pour l'Europe se généralise. Tous ont en mémoire la capitulation ou les capitulations qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale, notamment à la conférence de Munich en 1938. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, d'important, et on voit donc Washington et Moscou se rapprocher, et pendant justement que Washington négocie seulement avec Moscou la fin possible de cette guerre en Ukraine, l'Europe est sur le point de prendre des mesures pour aider davantage Kiev? Oui, exactement. Alors, la Commission européenne prépare en ce moment un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine, 6 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, 9 milliards de dollars canadiens. Et les ministres des Affaires étrangères des 27 pays d'Europe se rencontreront lundi prochain à Bruxelles pour examiner ce paquet qui devrait être adopté dans les jours qui suivent. Parce que contrairement à ce que clame faussement Donald Trump, depuis le début de la guerre, et c'est important de s'en souvenir, l'Europe a dépensé bien plus que les États-Unis, 132 milliards d'euros contre 114 milliards d'euros pour les États-Unis. Et là-dedans, l'aide militaire est à peu près égale. Les États-Unis et l'Europe, les États-Unis ont dépensé 64 milliards, l'Europe 62 milliards, mais on est quand même à peu près au même niveau. Alors, rien ne justifie le fait que l'Europe ne soit pas que l'Europe soit totalement écartée de ces soi-disant pourparlers de paix qui ont eu lieu à Riyad, qui vont continuer. Mais bon, il y a peut-être une possibilité. On parle maintenant que Donald Trump a invité Emmanuel Macron, peut-être parce que cette réaction d'Emmanuel Macron rapide cette semaine, et il serait invité à Washington la semaine prochaine. On va continuer de suivre ça avec grand intérêt. J'ai l'impression qu'on va s'en reparler ensemble. Merci beaucoup, Alexandra, et à la semaine prochaine. Certainement. Au revoir. Voilà pour cette édition d'À la Une. Bonne journée. À demain. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec.